Vous êtes toujours sur France 3 Franche-Comté et sur France Bleu. Le service public fait vivre le débat public pour ces législatives anticipées. J'accueille à présent les principaux candidats pour la deuxième circonscription du territoire de Belfort. Vous allez voir la carte, cette circonscription, c'est le nord du département. 3 cantons de Belfort, mais aussi les secteurs de Val-d'Oie, de Giromagny, d'Offemont, Rougemont-le-Château, Châtenois-les-Forges. C'est l'ancienne circonscription de Jean-Pierre Chevènement. Le sortant, c'est l'insoumis Florian Chauche. Il y a 2 ans, il était arrivé en tête du premier tour, devant la candidate du Rassemblement national, Sophie Carnicer, profitant d'une dissidence à droite. Florian Chauche s'était imposé de 505 voix seulement au second tour. 4 candidats sont installés sur ce plateau. Je vous les présente tout de suite. Florian Chauche, donc député sortant, candidat à la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Également sur ce plateau, Didier Valverdu, vous êtes candidat, vous, pour les Républicains. Vous étiez présenté il y a 2 ans. Également sur ce plateau, Guillaume Bigot, nouveau venu dans le paysage politique belfortain, candidat pour le Rassemblement national. Et enfin, José Martinez pour le MoDem Ensemble, le camp présidentiel. Bonsoir à tous les 4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat est à commenter sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche. Circo 9002, comme la deuxième circonscription du département numéro 90. Je vous précise que se présente également dans cette circonscription Célia Cac pour Région et Peuple Solidaire et Simon Feulpin pour Lutte ouvrière. Alors, le tirage au sort vous a désigné, Monsieur Bigot, pour commencer. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidat? Alors, merci de me donner la parole. D'abord, je ne suis pas un politique professionnel. J'ai travaillé dans le secteur des écoles de commerce, notamment sous l'égide de Charles Pasqua. J'ai été aussi éditorialiste et journaliste, essayiste même. Mais bon, j'ai aussi une vie de terrain et d'action. J'ai créé des emplois, par exemple. Et en fait, je suis un citoyen issu de la société civile qui a répondu à l'appel de Jordan Bardella. Donc je ne suis pas adhérent au Rassemblement national, mais je suis soutenu par le Rassemblement national et par LR. La dernière fois que je me suis engagé en politique, c'était en 2002, quasiment au siècle dernier. Et c'était au service de Jean-Pierre Chevènement, dont j'ai soutenu la candidature à la présidence de la République. Et je me suis également engagé aux élections législatives sous ces couleurs. Et revenir à la politique, c'était pour moi cohérent, d'abord sur ces terres, des terres chevènementistes, et ensuite parce que le Rassemblement national a opéré un énorme mouvement et est revenu sur des positions que moi, personnellement, je n'ai jamais quittées. Et comme tous les Français, je pense, je suis très inquiet, c'est aussi pour ça que je fais un pas en avant, parce que je ressens comme une accélération du délitement de notre pays, de l'autorité de l'État, des services publics, de l'agriculture, de l'industrie, évidemment le phénomène migratoire, le niveau de l'école, et je perçois un double danger. Eh bien, soit on continue à l'intérieur du logiciel et du système et ça va mal se passer, soit alors certains proposent des solutions, à mon avis, radicales qui nous amènent au chaos. Voilà pourquoi Guillaume je Bigot. me suis engagé. Florian Chauche, pourquoi êtes-vous candidat? Qui êtes-vous? Alors, bonjour à toutes et tous, donc Florian Chauche, je suis député sortant, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc je suis un pur terrifortain, je suis né à Belfort, j'ai grandi à Belfort, j'ai étudié, j'ai travaillé à Belfort, je suis d'ailleurs fonctionnaire territorial de catégorie C. Je suis issu de la classe ouvrière, je suis fils et petit-fils d'ouvriers Alstom et ma maman était postière. Depuis 2 ans, à l'Assemblée nationale, je défends l'intérêt de nos concitoyens de la circonscription à l'Assemblée nationale. Je défends aussi nos associations et les luttes sociales. À l'Assemblée nationale, je me suis toujours opposé à la casse sociale et à l'appauvrissement voulu par Emmanuel Macron. Je me suis d'ailleurs opposé à la réforme des retraites. Je me suis aussi beaucoup impliqué au niveau de l'Assemblée nationale pour nos sapeurs-pompiers. J'ai d'ailleurs rédigé 3 rapports pour demander plus de moyens et de meilleures conditions de travail pour nos sapeurs-pompiers. J'ai aussi fait une proposition de résolution pour protéger la santé de nos sapeurs-pompiers qui a été co-signée par l'ensemble des groupes parlementaires, à l'exception du Rassemblement national et des Républicains. C'est pour toutes ces raisons que je souhaite continuer ce travail et défendre au mieux les intérêts des habitants de la circonscription à l'Assemblée nationale. José Martinez, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidate? Bonjour Monsieur Chevreuil, je m'appelle effectivement José Martinez, je suis avocate au barreau de Belfort depuis plus de 30 ans. S'il faut parler un petit peu de ses origines, pour ma part, c'est effectivement un père immigré espagnol et une maman employée. Je me retrouve aujourd'hui devant vous, issue également de la société civile,
Je n'ai jamais fait de politique. Je suis totalement néophyte en la matière. Mais les résultats des dernières élections européennes, je pense, comme beaucoup de Français m'ont interpellée, ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale qui s'en est suivie. Donc j'ai mesuré le danger qu'encourait notre pays, qu'encourait notre République, avec pratiquement à sa porte 2 partis extrémistes. Et donc je me suis posé un choix simple. Si des gens comme moi, issus de la société civile, ne s'engagent pas dans ce combat, eh bien qui le fera? Donc je suis là aujourd'hui. Et enfin, on termine ce premier tour de table avec vous, Didier Valverdu. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidat? Bonsoir, je suis Didier Valverdu, je suis maire de Rougemont-le-Château, je suis vice-président du conseil départemental du territoire de Belfort, en charge des mobilités douces, pistes cyclables, environnement. Mon suppléant est Florian Bouquet, le président du conseil départemental. Nous formons un binôme d'élus locaux, très implantés sur le territoire, qui sont au quotidien, qui travaillent au quotidien avec les associations, avec les municipalités, avec les citoyens. Et nous constatons dans les différentes actions que nous portons au quotidien, qu'il s'agisse en matière de santé, d'éducation, d'environnement, mais aussi sur l'ensemble des domaines qui vont concerner l'ensemble des terrifortains, un certain nombre de projets qui nous conduisent à nous rendre compte des difficultés que rencontrent les habitants au quotidien. Et c'est fort de cette expérience de terrain que nous nous sommes dit, avec la voix d'une droite sociale, profondément attachée à l'ordre républicain, qu'il nous fallait probablement prendre le problème dans l'autre sens. Aujourd'hui, nous mesurons les effets de politiques néfastes sur le terrain. Et parce que les élus locaux essayent d'y apporter des réponses, probablement la meilleure façon d'avancer est d'essayer de porter des lois qui soient plus pragmatiques, plus proches des besoins de nos citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons. Monsieur Bigot a dit tout à l'heure qu'il était le candidat Les Républicains. Alors, je pense que M. Bigot a probablement quelques problèmes de lecture. D'ailleurs, je pense que la meilleure preuve, c'est que finalement, sur sa profession de foi, sur ses documents de campagne, ne figure que le logo RN, parce que la CNI, la Commission nationale d'investiture, a très clairement statué. Dans l'ensemble des partis, c'est comme ça que ça fonctionne, M. Bigot. La CNI a désigné Yann Boucard sur la première circonscription et Didier Valverdu, Florian Bouquet, sur la deuxième. Allez, je vais vous demander, comme lors du débat précédent, je vais vous donner la parole puisque c'est vous qui allez présenter votre mesure phare ainsi que le tirage au sort l'a décidé. Je vais vous demander à chacun, quelle sera la mesure phare que vous souhaitez défendre pour le mandat de député qui vient. Guillaume Bigot, c'est à vous. Alors, je vais quand même répondre sur la question des Républicains. Effectivement, moi, je n'ai pas les us et coutumes des politiciens professionnels. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la justice de notre pays doit trancher cette affaire, comme vous le savez, puisque le président Ciotti, qui a signé un accord d'union nationale pour un gouvernement d'union nationale, est toujours en place. Il a été, je pense, nommé par les militants, et à mon avis, ce que les militants ont fait, peut-être seuls les militants peuvent le défaire. Vous voyez, il y a une sorte de... C'est bon, vous avez répondu sur la mamaille politique, maintenant on va sur le fond, s'il vous plaît. Entendu. C'est une question difficile de une mesure dans tout un programme de redressement national. Disons que c'est difficile aussi parce que nous proposons de refuser de choisir entre, d'un côté, la justice sociale, le rétablissement des services publics, et de l'autre côté, le rétablissement de l'ordre, et force doit rester à la loi. Alors, en dépit du fait que je viens plutôt de la gauche, je vais quand même choisir une mesure qui est liée à l'immigration et à la sécurité, c'est-à-dire le rétablissement de la double peine. Pourquoi ? Pour 3 raisons très simples. La première, c'est que cette double peine, elle heurte le bon sens de tous les citoyens. Quelles que soient leurs origines, ils ne comprennent pas pourquoi des délinquants qui sont nationalité étrangère ne sont pas renvoyés chez eux, pourquoi on doit les garder. C'est d'autant plus une question que nos prisons sont pleines, débordent. Et d'ailleurs, les conditions des prisonniers sont absolument inhumaines. C'est d'autant plus vrai que nous sommes endettés. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de rappeler en permanence, parce qu'on nous traite d'extrémistes depuis très longtemps, que nous n'opérons qu'une différence qu'entre les citoyens et les non-citoyens. Et cette différence entre ceux qui sont citoyens et non-citoyens, depuis Athènes, depuis la fondation de la démocratie, c'est le fondement de notre République. Et donc, les étrangers, si nous arrivons au pouvoir, qui sont légalement en France et qui respectent nos lois, évidemment qu'ils ne craignent rien.
Florian Chauche, votre réaction à la proposition de votre voisin de droite? Écoutez, c'est toujours les mêmes propositions avec le Rassemblement national. On parle de l'immigration. La première priorité pour nous, c'est celle que les Français demandent, c'est celle qui met en priorité, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et ça passera par plusieurs mesures. L'augmentation des salaires et des pensions de retraite, le gel des loyers, le blocage des prix des produits de première nécessité, ainsi que du gaz et des énergies, le rétablissement de l'ISF, les prix planchers pour nos agriculteurs et bien sûr l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. C'est ça les priorités des Français. On souhaite que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Et on souhaite aussi plus de justice fiscale, que les petits payent petit et que les gros payent gros. Donc comme je l'ai dit, rétablissement de l'ISF, mais aussi modernisation de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire création de 14 tranches d'impôts qui permettra aux gens qui gagnent moins de 4 000 euros, donc une personne seule qui gagne moins de 4 000 euros verra ses impôts baisser, 8 000 euros net pour un couple. Et on souhaite aussi que nos petits patrons, nos petits artisans, le boulanger du coin, la petite TPE, PME du coin, payent moins d'impôts que les multinationales. Parce que proportionnellement, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les multinationales payent moins d'impôts que les petites entreprises qui sont dans notre quotidien. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas parler d'immigration pour l'instant. On reviendra sur le pouvoir d'achat. J'aimerais vous faire réagir tous les deux. D'abord à ce qu'a proposé M. Bigot, Didier Valverdu. Moi, je suis absolument toujours effaré par le double langage. Nous avons affaire avec le Rassemblement national à quelque chose d'habituel. Ce sont des commandos de comptoir. Ils gonflent les muscles. Mais à partir du moment où il s'agit de passer de manière efficace à des mesures concrètes, vous aviez la possibilité, vos élus avaient la possibilité de voter la mesure qui était proposée par la droite à l'Europe. Vous aviez la possibilité de voter la loi Asile et Immigration. Vos élus ont fait le choix de ne pas la voter, alors que l'objectif était, et je le rappelle, de renforcer la lutte contre l'immigration illégale, accélérer la reconduction des personnes en situation irrégulière. Les élus du Rassemblement national, présents au Parlement européen, ont fait le choix de voter contre cette mesure. Donc, je suis toujours surpris d'entendre cette volonté de s'impliquer dans une forme de régulation migratoire, mais dans les faits, ça ne se passe pas. Et donc, que souhaitent faire les Républicains sur cette question? Mais je crois que nous l'avons déjà manifesté au niveau de l'Union européenne, puisque la mesure que je viens d'évoquer était précisément une mesure portée par la droite. Et donc, cette mesure-là suffit dans le contexte actuel? À partir du moment où elle est adoptée, l'idée est de veiller bien évidemment à renforcer les frontières européennes et avoir la possibilité de raccompagner de manière plus rapide ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire européen. José Martinez, sur cette question, s'il vous plaît. Alors, la loi immigration a été adoptée par la majorité présidentielle avec le soutien des LR, je tiens à le préciser. C'est une loi qui émane de la majorité présidentielle. J'ai pas à en dire plus parce qu'effectivement, donc le discours du RN est toujours le même, mais en tout cas, des choses ont été faites et cette loi a été votée et elle fixe les choses. Juste une petite remarque par rapport à M. Bigot qui cite Jean-Pierre Chevènement. Alors je le comprends puisque c'est peut-être le seul petit lien ténu que vous avez avec Belfort. Mais en tout état de cause, force est de constater que vous êtes quand même au Rassemblement national et que vous êtes bien loin du chevènementisme. Voilà, c'était juste la petite aparté. Il n'est pas loin que du chevènementisme, il est aussi loin de Paris, on va quand même le rappeler. Ça y est, c'est le coup du parachutage. Non, mais en même temps, on ne va pas faire semblant, M. Bigot. Non, mais attendez, moi je veux bien qu'on parle du parachutage, il n'y a aucun problème avec ça, je suis très à l'aise, puisqu'en fait, moi j'ai choisi volontairement le territoire de Belfort, je crois que vous n'êtes pas vous-même issu du territoire de Belfort, et on peut représenter le territoire de Belfort. J'y vis depuis 27 ans, M. Bigot. Je n'y suis pas arrivé il y a une semaine, je ne l'ai pas découvert tout à fait par hasard. Alors, je vous réponds, si vous voulez bien ne pas m'interrompre, moi je ne me serais jamais présenté à des élections locales, soyons bien clairs. Là, il s'agit de représenter un 577e de la souveraineté nationale, et de représenter des terrifortains et des terrifortaines qui sont, pour beaucoup, issus d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement natifs. C'est extraordinaire. Le député doit être proche de ces... Mais quel rapport entre les deux? Pardon, parce qu'on peut tout à fait être proche et représenter... Est-ce que vous connaissez les associations locales? Est-ce que vous pouvez nous citer 10 communes de la circonscription? Mais, écoutez, je ne suis pas dans un interrogatoire. Je vais simplement répondre rapidement. Vous ne les connaissez pas. D'accord. Voilà. Je vais simplement vous répondre rapidement. Monsieur Bigot,
Est-ce que vous pouvez citer 10 communes? Non, je ne suis pas là pour répondre à un interrogatoire, c'est normal, je viens d'arriver, on m'a posé la question de savoir où je voulais être candidat. J'aurais pu être candidat dans une circonscription qui était plus facile à gagner. J'ai voulu aller là parce que le territoire de Belfort me paraît vraiment résumer toutes les problématiques françaises. Il y a Alstom, il y a le Lion de Belfort, il y a Jean-Pierre Chevènement. Pour moi, tout ça avait beaucoup de sens puisque je suis resté cohérent. Président du conseil départemental qui a fait 50 ans de carrière politique avec Jean-Pierre Chevènement, qui a été 22 ans président du conseil départemental, qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de vous. Alors, revendiquer des liens avec Jean-Pierre Chevènement, c'est l'entrée pour venir dans le département. Pas difficile à gagner, parce que je vous rappelle que le RN est arrivé en tête dans cette circonscription. Donc, vous n'avez quand même pas Jean-Pierre Chevènement soutient la majorité présidentielle, donc vous soutenez la majorité présidentielle. Allez, on va avancer sur le... Alors, rapidement. C'est un point clé d'une phrase, parce que, évidemment, si je suis élu député du territoire de Belfort, ce qui est loin encore d'être le cas, c'est aux terrifortains et terrifortaines de le choisir, moi, je serai au milieu de la circonscription, j'habiterai dans la circonscription et je serai extrêmement proche. Par exemple, chez M. Belverdu, voilà. Ou par exemple, pardon, vous... Rougemont-le-Château. Vous connaissez une. Vous croyez que c'est un interrogatoire? C'est juste de la logique et de la cohérence. Vous savez qu'il n'y a pas le métro à Rougemont-le-Château, ça va vous changer. Eh bien, justement, il faudrait peut-être changer les choses parce que le bus va jusqu'à Rougemont-le-Château, mais plus haut dans le territoire, vous voyez, dans la seconde circonscription, il y a malheureusement parfois pas de bus du tout quand on est vous devriez regarder tout au nord. Vous devriez regarder de plus près parce que si vous vous attachiez véritablement à la problématique du transport, vous sauriez que par exemple jusqu'à Le Puy, le bus passe. Donc, on n'a pas de problème. Le bus passe une fois par jour? Non, pas du tout. Ah bon. Non, allez, Monsieur Bigot, vous êtes très en avance sur le temps de parole. Alors, je sais qu'ils vous ont tous sollicité, mais voilà, faites attention, soyez plus concis, s'il vous plaît. Vous avez parlé dans vos priorités du pouvoir d'achat. José Martinez, que ferait une future députée de la majorité sur cette question-là du pouvoir d'achat dont on sait qu'elle est très préoccupante pour les Français? Alors, je l'entends, bien évidemment. En tout cas, elle ne fera absolument pas tout ce qui est proposé par la France Insoumise et le Front Populaire. On a bien vu, vous avez rien fait Pourquoi pendant 7 ans. Parce que, effectivement, on sait qu'à l'heure actuelle, même si notre économie a été redressée, je vous rappelle qu'on a quand même vécu une pandémie, on a quand même une guerre aux portes de nos frontières. Donc, tout ça a fragilisé notre État et notre économie est quand même plutôt florissante, mais on sait qu'au niveau budgétaire, eh bien, il faut faire des économies, justement. Donc, le programme Front Populaire, c'est simple, c'est la faillite de la France. Et vous les faites où, les économies? Parce que la faillite de la France, encore ce midi, l'Union européenne a sanctionné le déficit public français, et là, c'est quand même la majorité sortante qui est comptable de cela. Ah mais oui, tout à fait, parce que le gouvernement a voulu soutenir au mieux les entreprises, a voulu soutenir au mieux effectivement le pouvoir d'achat, et que sans doute, trop de dépenses ont été faites à ce niveau-là, et que maintenant on en paye un peu les conséquences. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des économies qui peuvent être faites au niveau des dépenses publiques. Voilà. Lesquelles? Alors, au niveau des dépenses publiques, il y a déjà effectivement cette réforme sur le chômage qui va permettre effectivement de faire rentrer des fonds. Donc la réforme de l'assurance chômage, c'est fait pour faire des économies, c'est pas fait pour remettre les gens au travail? Elle peut avoir deux objectifs. Donc, on peut à la fois effectivement remettre les personnes au travail, mais c'est effectivement si il y a moins d'aides versées ou des aides moins importantes, cela permet également de faire des économies. Mais il y a également des tas d'autres pistes qui peuvent être suivies, et c'est sûr qu'il va falloir effectivement s'y atteler et voir ce qui peut convenir le mieux possible pour avoir cet équilibre entre ne plus trop dépenser, mais en même temps aider au maximum pour le pouvoir d'achat. Je vous rappelle simplement qu'au niveau de l'énergie, une baisse est annoncée pour la fin d'année. Voilà. Donc, on peut, tout en faisant des économies, prévoir quand même pour les Français donc des mesures qui vont les aider au quotidien. Florian Chauche, c'est vrai que depuis la parution du programme du Front Populaire, il y a de nombreuses critiques sur le coût de ce programme. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors déjà, je tiens à rectifier quelque chose, puis j'aimerais bien quand même ne pas faire oublier que ça fait 7 ans que la majorité est au pouvoir. Donc s'ils auraient voulu faire une hausse du pouvoir d'achat des Français, ils auraient pu le faire bien avant. Ensuite, je siège en commission des finances. Le problème, ce n'est pas les dépenses au niveau de l'État, c'est les recettes.
C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Il faut arrêter de donner des aides non conditionnées aux grandes entreprises. C'est la première dépense de l'État. C'est entre 140 et 200 milliards d'euros par an qui sont donnés aux grandes entreprises et qui ne vont pas dans nos hôpitaux, dans nos écoles, pour nos forces de l'ordre. C'est ça l'enjeu, c'est de bien réfléchir l'argent public. Et pour ça, on peut encore aller rechercher d'autres recettes, c'est-à-dire lutter contre l'évasion fiscale, entre 80 et 120 millions d'euros. Ça fait des années qu'on lutte contre l'évasion fiscale, non ? Il faut s'en donner les moyens, c'est-à-dire recruter des inspecteurs, des contrôleurs des impôts. Ça, on envisage d'en recruter 10 000, ça coûterait 50 millions. Et ça pourrait en rapporter 10 fois plus. Donc à un moment, c'est ça qu'il faut faire. Il faut rétablir de la justice fiscale. Il faut aller prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les grands groupes, chez les millionnaires, les milliardaires de ce pays. Vous savez qu'il y a 10 milliardaires de plus en France depuis le début de l'année. Et à côté de ça, on a des millions de pauvres. Vous croyez qu'ils vont rester en France, vos milliardaires et vos millionnaires que vous voulez ponctionner ? Mais voilà. ça, c'est ce qu'on entend depuis 30 ans. Oui, c'est ce qu'on entend depuis 30 ans. De l'austérité, ne pas taxer les gens qui ont de l'argent et nos services publics. C'est simplement que les ultra-riches, Monsieur Chausse, trouveront toujours le moyen d'échapper à la fiscalisation. Là, on peut mettre des lois. Vous savez, il y a un pays qui s'appelle les États-Unis qui a l'impôt universel et qui permet de taxer toutes les personnes. C'est-à-dire un Américain qui gagne... Alors, les États-Unis, effectivement... Mais nous, on prend les bonnes... C'est une référence. Si vous me parlez les quatre en même temps, on va rien comprendre. C'est une très bonne mesure qu'ils ont. Vous concluez et on fait tourner la parole, s'il vous plaît. Universel, si vous payez 50 000 $ d'impôts aux États-Unis et que vous allez vivre en Suisse et n'en payer que 25 000, le fisc américain vous demande la différence. Nous pouvons mettre ça en place. Pourquoi nous ne le faisons pas ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour le faire. Didier Valverdu sur l'état de nos finances publiques. Bon, alors évidemment, la majorité aujourd'hui est totalement comptable de la situation. Il faut bien évidemment accepter l'idée qu'une part est directement imputable au traitement financier du Covid. Ensuite, sur les solutions qui sont proposées, eh bien, écoutez, je crois que les propositions qui sont aujourd'hui formulées par l'équipe de Mélenchon et M. Chauche, a priori, coûteraient l'équivalent du PIB du Portugal. Donc je crois que nous sommes très très loin de solutions que l'on pourrait considérer comme réalistes. Je pense que si aujourd'hui les marchés s'affolent, je crois qu'il y a d'excellentes raisons de regarder les différentes mesures qui ont été proposées. Rappelez-moi combien d'années la droite est au pouvoir dans ce pays ? Rappelez-moi combien d'années vous avez... il me semble que quand c'était la gauche, on ne vivait pas dans un pays merveilleux. Je crois simplement, Monsieur Chauche, qu'effectivement, il y a un point sur lequel je vais vous rejoindre. Je pense que chacun a effectivement participer à creuser le déficit. Mais par contre, pas à la vitesse à laquelle vous nous promettez de cramer la caisse. Parce que je pense qu'on ne peut pas avoir d'autre expression. Aujourd'hui, ce sur quoi... Non, c'est pas le discours des Républicains, c'est une réalité, Monsieur Chauche. Les cures d'austérité, après qu'ils viennent défiler auprès des parents d'élèves pour demander mais c'est trop facile. D'arrêter la suppression de classes, qui vont voir les hôpitaux en disant on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmiers. C'est le double discours. Partir du principe, Monsieur Chauche, du principe que le robinet de la dépense publique n'a pas de fin, nous conduira dans une situation que nous ne pourrons pas assumer. Nous le savons pertinemment. Ça fait 30 ans. Peut-être rattraper mon parole. J'allais me tourner vers vous sur l'état des finances publiques et surtout le recul, les reculades peut-être qu'on a senti chez Jordan Bardella ces derniers jours, liés... Je ne peux pas tout à fait répondre au premier point. Liés justement à l'état des finances publiques, parce que Jordan Bardella est revenu sur l'abrogation promise de la réforme des retraites. Il est revenu sur la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité qui étaient dans votre programme pour des raisons financières. Est-ce que là, il n'y a pas aussi... Mince, on se heurte au mur des réalités alors qu'on est aux portes du pouvoir. C'est la différence entre on rase gratis, où c'est Noël au mois de juillet, et puis le sens des responsabilités. Je pense qu'il est fondamental de commencer par auditer les comptes avec l'inspection générale des finances, un des grands corps de l'État que la Macronie a fait sauter, puisqu'on fait sauter les grands corps de l'État, pour vraiment comprendre dans quelle situation on se retrouve. Ça, c'est le premier point. Le second point, je pense qu'il faut vraiment changer de logiciel. On a eu, en 1981,
les plus anciens s'en souviennent, une politique de rupture avec le capitalisme et dans une économie ouverte de relance qui a été un échec massif. Au bout de quelques années, le président Mitterrand, en 1983, a dû changer de cap. Et ensuite, on a eu la seule et unique politique, celle que dénonçait d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement, pendant très longtemps. C'est-à-dire une politique où on ouvre les frontières, on ne contrôle plus la monnaie, on ne peut plus relancer notre économie. Et par ailleurs, on a un problème de compétitivité, forcément, puisque nos salaires ne sont pas du tout compétitifs face à ceux de pays à très bas coût de main-d'œuvre. Donc, on présente toujours les charges sociales très élevées, et elles sont très élevées, comme une cause. En réalité, c'est une conséquence. En fait, je pense qu'il faut réellement changer de logiciel, voir l'économie de manière complètement différente. Enfin, il y a des ressources en France, notamment fiscales. La fraude sociale, c'est entre 13,5 milliards et 45 milliards. La fraude fiscale, c'est entre 7 et 27 milliards d'euros. José Martinez, très rapidement, votre priorité, vous, si vous êtes élu? Alors, je vais parler de ce que je connais un petit peu sur le terrain et surtout dans le cadre de mon activité d'avocate, puisque je fais une bonne partie de mon activité est liée au droit pénal. Moi, c'est la notion de respect. Voilà, c'est aussi simple ou bête que cela. C'est effectivement, je crois que cette notion, au fur et à mesure des années, s'est totalement délétée dans notre société. Alors, respect des institutions, respect des enseignants, voilà, respect de la justice. Et je me dis qu'il faut à ce moment-là reprendre des fondamentaux, reprendre à la base. Et reprendre à la base, ce sont les mineurs, ce sont la jeunesse, cette jeunesse qui peut être parfois un petit peu en perdition. Que l'avez-vous? Donc c'est pour cela que je propose dans mon programme des mesures comme par exemple la responsabilité pénale, en plus de civile, des parents pour des mineurs de 16 ans. Peut-être aussi des couvre-feux pour des mineurs de 16 ans dans des quartiers plus sensibles. Parce que des enfants ne doivent pas, de 12-13 ans, ne doivent pas traîner dans la rue à point d'heure, où ils peuvent être, par leur vulnérabilité, récupérés, par des trafiquants de drogue, ça se voit, d'autres par effectivement des gens qui voudraient les embrigader dans des idéologies criminelles. Je ne vous ai pas demandé votre priorité, Didier Valverdu. Est-ce que je peux dire un petit mot sur... Rapidement, mais après, c'est les conclusions déjà. Très rapidement, je crois qu'effectivement, il faut cesser avec l'impunité. C'est dommage qu'effectivement, cette majorité ne l'ait pas portée. Je crois qu'il est important de renforcer l'arsenal juridique qui permette aussi de protéger nos forces de l'ordre, qui sont en première ligne aujourd'hui sur le respect de nos lois, sur l'ordre républicain. Il est fondamental de rétablir les peines planchers qui avaient été mises en place sous un gouvernement de droite et qui avaient réellement porté leurs effets. Je crois qu'il y a un ensemble de mesures. Il est absolument fondamental, effectivement, de se poser la question de savoir comment agir dans cette société qui me semble en perte de repères. Et je crois qu'il va falloir réaffirmer toute l'autorité de l'État. Merci à tous les quatre. Je vais vous demander... On arrive au terme de la demi-heure. Je vais vous demander 45 secondes de conclusion chacun. Pourquoi faut-il voter pour vous le 30 juin? Et comme le tirage au sort l'a désigné, c'est vous qui commencez, Monsieur Bigot. 45 secondes. Écoutez, moi je pense que j'ai essayé de l'expliquer, il faut vraiment changer de cap. Il faut changer de cap parce que c'est depuis 40 ans la même politique et que les Français aspirent à la fois au rétablissement de l'ordre, à la sécurité, à la paix civile, et les Français aspirent aussi au retour de la prospérité. Donc moi, je promets d'être le candidat du redressement productif, industriel, agricole aussi, et le candidat du retour à l'ordre public, parce qu'on avait déjà entendu l'histoire du Karcher qui est resté dans la cave. Enfin, je pense qu'il s'agit d'une rupture vraiment très importante depuis 1981, mais une rupture responsable, une rupture raisonnable. Le but du Rassemblement national, c'est unir tous les Français, LR pour commencer, et au-delà, tous les Français de bonne volonté. Ce que nous voulons, c'est rétablir l'ordre, changer de cap. Le 30 juin, voter pour la liste d'Union nationale. Merci, Monsieur Bigot. Monsieur Chauche, votre conclusion, s'il vous plaît. Alors, comme je m'y étais engagé en 2022, j'ai défendu avec conviction vos intérêts. J'étais sur toutes les luttes sociales. J'ai soutenu les salariés de General Electric, les salariés de Vitalair, les salariés de Téléperformance. J'ai rencontré plus de 80 associations dans la circonscription. J'ai été disponible et à votre écoute à ma permanence. J'ai aussi rendu compte de mon mandat à travers 3 bulletins d'information que j'ai fait distribuer dans toute la circonscription. Vous le savez, vous pouvez me faire confiance. Et le 30 juin et le 7 juillet prochain, avec ce bulletin,
nous pouvons dire stop au macronisme et démasquer l'arnaque sociale du Rassemblement national. Le 8 juillet, si nous avons un gouvernement du nouveau Front populaire, nous gèlerons les loyers, nous bloquerons les prix des produits de première nécessité, nous augmenterons les salaires et nous remettrons la retraite à 64 ans. Merci. Le 30 et le 7 juillet, à 60, nous abrogerons la retraite à 64 ans. Allez, Le c'est 30 fini. et le 7 juillet, allez voter, faites voter. C'est fini. Stop, s'il vous plaît. On respecte les conclusions des uns et des autres. José Martinez, votre conclusion, s'il vous plaît. Je vais m'adresser donc à mes concitoyens, mes chers concitoyens. Je sais votre inquiétude, je la partage, mais je veux vous dire que nous pouvons encore agir et qu'il n'est pas trop tard. L'enjeu est très important parce que, à l'issue de ce 30 juin, 3 possibilités, selon moi. Soit, effectivement, M. Mélenchon, en tant que Premier ministre, avec son chaos et sa fureur, si vous votez donc pour les députés de la France Insoumise, soit la division et la haine de l'autre, de M. Bardella, si vous votez pour les députés RN, et soit l'apaisement, l'équilibre et la réconciliation de M. Attal, si vous votez pour Ensemble pour la République. Merci, donc madame. votez pour moi et votez pour Ensemble pour la République. Merci, Madame Martinez. À vous, Monsieur Valverdu, votre conclusion. Eh bien, aujourd'hui, avec Florian Bouquet, nous incarnons une candidature de proximité et d'expérience. Une candidature d'élus que les terrifortains connaissent, parce que nous vivons là, parce que nous vivons à leur côté, parce que nous connaissons leurs difficultés et leurs besoins, parce que nous connaissons les atouts et les enjeux de notre territoire, notre industrie, l'éducation, toutes les problématiques liées à l'environnement, la santé, le pouvoir d'achat. Et loin des alliances de circonstances, nous avons fait un choix qui n'était pas forcément le choix le plus simple, mais ça a été celui de la clarté. Notre engagement, c'est le territoire de Belfort. C'est notre département, notre nation, avec les convictions d'une droite sociale, attachée au mérite et à l'ordre républicain. Nous sommes soutenus par de nombreux élus locaux, parce que la manière dont nous faisons la politique est une manière de procéder par, on va dire, par rassemblement et par proximité. Merci. Vous pourrez compter sur nous. Faites le choix d'élus ancrés. Merci à tous les 4. Je rappelle que dans cette circonscription sont également candidats Célia Keck pour le mouvement Régions et Peuples Solidaires et Simon Felpin pour Lutte ouvrière. Merci à tous les 4. Bonne fin de campagne. Merci. Tout de suite, on va dans le Jura.